Lecture dédiée à Jérôme Réjas. John Kennedy Toole. La conjuration des imbéciles. 1980-1981 chez Robert Laffont pour la traduction française par Jean-Pierre Carasso. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Jonathan Swift. Une casquette de chasse verte enserrait le sommet du ballon charnu d'une tête. Les oreillettes vertes, pleines de grandes oreilles, de cheveux rebelles aux ciseaux et des fines soies qui croissaient à l'intérieur même des dites oreilles, saillaient de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées. Des lèvres pleines, boudeuses, s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse, et, à leur commissure, s'enfonçaient en petits plis pleins de désapprobation et de miettes de pommes de terre chips. À l'ombre de la visière verte, les yeux dédaigneux d'Ignatius J. Riley dardaient leurs regards bleus et jaunes sur les gens qui attendaient comme lui, sous la pendule du grand magasin D.H. Holmes, scrutant la foule à la recherche des signes de son mauvais goût vestimentaire. Plusieurs tenues, remarqua Ignatius, étaient assez neuves et assez coûteuses pour être légitimement considérées comme des atteintes au bon goût et à la décence. La possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur, quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme. Ignatius, quant à lui, était confortablement et intelligemment vêtu. La casquette de chasseur le protégeait des rhumes de cerveau. Son volumineux pantalon de tweed était durable et permettait une liberté de mouvement peu ordinaire. Ses plis et replis emprisonnaient des poches d'air chaud et croupies qui mettaient Ignatius à l'aise. Sa chemise de flanelle à carreaux rendait inutile le port d'une veste, et le cache-nez protégeait ce que Riley exposait de peau entre col et oreillette. La tenue était acceptable au regard de tous les critères théologiques et géométriques, aussi abstrus fussent-ils, et dénotait une riche vie intérieure. Passant d'une hanche sur l'autre, à sa manière pondéreuse et éléphantesque, Ignatius, sous le tweed et la flanelle, envoya mourir contre des coutures et des boutons des vagues de chair ondulante. Ainsi réinstallé, il se prit à songer au temps considérable qu'il venait de passer à attendre sa mère. Mais il concentra son attention sur le malaise qu'il commençait à éprouver. Il semblait que son être entier fût sur le point d'exploser, l'arrachant à ses semi-bottillons de daim gonflés. Et, comme pour le vérifier, Ignatius dirigea le regard de ses yeux singuliers vers ses pieds. Ces derniers semblaient bel et bien enflés. Il s'apprêtait à offrir le spectacle de ses souliers tumescents à sa mère pour preuve de l'insouciance avec laquelle elle le traitait. Levant les yeux, il vit que le soleil commençait à descendre sur le Mississippi, au bas de Canal Street. La pendule de Holmes indiquait presque 5 heures. Déjà, il peaufinait quelques accusations bien senties, dont les termes choisis avec soin étaient destinés à réduire sa mère au repentir et, à tout le moins, à la confusion. Il lui fallait souvent la remettre en place. Elle l'avait conduit en ville dans sa vieille Plymouth, et, tandis qu'elle consultait le médecin pour son arthrite, Ignatius avait fait l'emplette de quelques partitions chez Verlaine pour sa trompette et d'une corde pour son luth. Puis il était allé flâner devant les appareils à sous de la Penny Arcade de Royal Street pour voir si l'on n'avait pas installé de nouveaux jeux. Il avait été déçu de constater que le jeu de baseball miniature avait disparu. Peut-être était-il seulement en réparation. La dernière fois qu'il y avait joué, le batteur refusait obstinément de fonctionner et, après quelques discussions, la direction lui avait rendu sa pièce de monnaie, bien que les employés eussent été assez mesquins pour suggérer qu'Ignatius lui-même avait cassé le baseball miniature en lui donnant des coups de pied. Concentrant toute son attention sur le sort du baseball mécanique, Ignatius détacha son être de la réalité physique de Canal Street et des gens qui l'entouraient. Aussi ne remarqua-t-il pas les deux yeux qu'il observait avidement depuis leur abri, derrière une colonne du grand magasin D.H. Holmes, deux yeux tristes, brillants d'espoir et de désir.
Était-il possible de faire réparer la machine à la Nouvelle-Orléans? Probablement. Toutefois, il pourrait se révéler nécessaire de l'expédier à Milwaukee ou à Chicago, ou encore dans l'une quelconque de ces villes qu'Ignatius associait dans son esprit à l'efficacité d'innombrables ateliers de réparation et à la fumée éternelle des usines. Ignatius espérait bien que le baseball mécanique serait manipulé avec le plus grand soin au cours de son expédition, qu'aucun de ces petits joueurs ne serait ébréché ou estropié par de brutaux employés des chemins de fer bien décidés à ruiner pour toujours leur compagnie sous le poids des réclamations d'usagers lésés, avant de se mettre en grève pour détruire Illinois Central. Tandis qu'Ignatius songeait aux délices que le petit jeu de baseball procurait à l'humanité, les deux yeux tristes et envieux se déplaçaient dans sa direction, fendant la foule comme deux torpilles filant à la rencontre d'un gros tanker à coque de tweed. Le policier tira sur le sac de partition d'Ignatius. « Vous avez des papiers d'identité, monsieur » demanda le policier d'une voix qui espérait qu'Ignatius fût dépourvu de toute identité officielle. « Quoi ?» Ignatius baissa les yeux sur l'écusson de la casquette bleue et ajouta. « Qui êtes-vous ? Montrez-moi votre permis de conduire. Je ne conduis pas. Ayez l'obligeance de vous éloigner, j'attends ma mère. Qu'est-ce qui pend à votre sac, là? Que voulez-vous que ce soit, imbécile? C'est une corde pour mon luth. Qu'est-ce que c'est que ça? » Le policier recula d'un pas. « Vous êtes d'ici? Est-ce bien le rôle de la police municipale de s'acharner dans des tracasseries contre ma personne, alors que notre ville est, au vu et au su de tous, l'une des capitales du vice du monde civilisé ?» beugla Ignatius au-dessus des têtes de la foule qui se pressait devant le magasin. « Notre ville est célèbre pour ses joueurs professionnels, ses prostituées, ses exhibitionnistes, ses antéchrists, ses ivrognes, ses sodomites, ses drogués, ses fétichistes, ses onanistes, ses pornographes, ses fripons, ses coquines, ses vandales et ses lesbiennes, tous et toutes dûment protégés par la prévarication et le trafic d'influence. Si vous avez un moment, je suis prêt à entreprendre de débattre avec vous du problème de la criminalité, mais ne commettez surtout pas l'erreur de m'importuner moi. » Le policier agrippa Ignatius par le bras et reçut sur la tête un coup de sac de partition. La corde pendante du luth lui fouetta l'oreille. « Et là !» s'écria le policier. « Prends ça !» cria Ignatius, remarquant qu'un cercle de badauds et chalands intéressés avait commencé à se former. À l'intérieur des magasins D.H. Holmes, Madame Reilly était au rayon boulangerie, pressant son sein maternel contre une vitrine de macarons. Du bout d'un doigt rougi par des années de lessivage des caleçons géants et jaunis de son fils, elle toqua la vitrine afin d'attirer la vendeuse. « Oh, Miss Inez !» lança Madame Riley avec cet accent qu'au sud du New Jersey on ne rencontre qu'à la Nouvelle-Orléans, modeste port voisin du golfe du Mexique. « Par ici, mon petit. »« Tiens, comment ça va ?» s'enquit mademoiselle Inès. « Comment vous vous sentez, ma bonne ?»« Bah, ça va pas bien fort, » répondit Madame Riley sans mentir. « Bah, si c'est pas malheureux tout de même, » reprit mademoiselle Inès, en s'accoudant à la vitrine et en oubliant les gâteaux. « Ça va pas bien fort moi-même, c'est mes pieds. »« Seigneur, j'aimerais avoir cette chance, mais j'ai de l'arthrite dans le coude. »« Non, pas ça, » dit mademoiselle Inès avec une compassion sincère. « Mon pauvre vieux papa a ça. On le fait s'installer bien tranquillement dans une baignoire d'eau brûlante. Mon grand-fils passe sa vie dans la baignoire. C'est tout juste si je peux encore mettre les pieds dans ma propre salle de bain. » « Mais je le croyais marié, ma toute belle. »« Ignatius ? Oh là 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 !» dit tristement madame Riley. « Allez, chérie, donnez-moi donc 2 douzaines de ces sablés. »« Mais je croyais que vous m'aviez dit qu'il était marié, » insista mademoiselle Inès, en rangeant les gâteaux dans une boîte. « Je n'ai rien en vue, voilà la vérité. La petite amie qu'il avait n'est plus au bercail. »« Ah, il a le temps. »« Ma foi, oui, » répondit madame Riley en se désintéressant de la question. « Dites, mettez-moi aussi une demi-douzaine de ces gâteaux au vin, là. Ignatius devient mauvais quand nous sommes à court de gâteaux. »« C'est qu'il est gourmand, votre garçon, pas ?»« Oh, Seigneur, est-ce que je peux avoir mal au coude ?» répondit madame Riley. Au centre de la foule qui s'était rassemblée devant le grand magasin, la casquette de chasseur qui formait le rayon vert du cercle de badauds tressautait violemment. « Je vais contacter le maire !» hurlait Ignatius. « Laissez ce garçon tranquille, dit une voix dans la foule. « Allez plutôt arrêter les stripteaseuses de Bourbon Street, ajouta un vieil homme. C'est un bon petit gars, il attend sa maman. Merci, laissa dédaigneusement tomber Ignatius. J'espère que vous serez tous témoins de ce scandale.
Allez, suivez-moi, disait le policier à Ignatius, sentant vaciller sa confiance en soi. La foule prenait des allures de populace émeutière, et nulle patrouille n'était en vue. Je vous emmène au commissariat. Un bon petit gars n'a même plus le droit d'attendre sa maman à la sortie de D.H. Holmes. C'était de nouveau le vieil homme. Ah, cette ville a bien changé. Moi, j'aime mieux vous le dire. Tout ça, c'est des communistes. Dites, c'est moi que vous traitez de communiste demanda le policier au vieil homme tout en cherchant à esquiver la corde du luth. Je vais vous embarquer aussi, moi. Ça vous apprendra à faire attention à qui que vous traitez de communiste. Non mais, vous n'avez pas le droit de m'arrêter, cria le vieil homme. J'appartiens au club de l'âge d'or, filiale du commissariat aux loisirs de la Nouvelle-Orléans. Fichez la paix à ce vieux, espèce de sale flic, vociféra une femme. C'est sûrement le grand-père à quelqu'un. Bien sûr, dit le vieil homme, j'ai 6 petits-enfants qui font leurs études chez les sœurs, tous, et puis des malins, hein. Par-dessus la tête des gens, Ignatius aperçut sa mère qui sortait lentement du grand magasin, portant les paquets de gâteaux, comme s'il se fût agi de sacs de ciment. Maman, lança-t-il, il était temps, on m'arrête. Se frayant un passage à travers les badauds, Madame Riley dit Ignatius, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que t'as encore fait? Hé, bas les pattes, vous, touchez pas à mon fils. Mais je ne le touche pas, madame, protesta le policier. L'individu ici présent est donc votre fils? Madame Riley saisit brusquement la corde de lutte des mains d'Ignatius. Évidemment que je suis son enfant, dit ce dernier. Vous ne voyez pas l'affection qu'elle a pour moi? Elle l'aime, son petit gars, dit le vieil homme. Qu'est-ce que vous y faites à mon pauvre petit? Demanda madame Riley au policier, tandis qu'Ignatius flattait les cheveux passés au henné de sa mère d'une de ses énormes pattes. Vous n'avez donc rien de mieux à faire que de vous en prendre à des enfants innocents avec tous les individus qui se promènent dans notre ville? Il attend sa maman et vous l'arrêtez. C'est une affaire qui intéressera manifestement l'Association pour la défense des libertés individuelles, fit remarquer Ignatius, étreignant de la même patte l'épaule un peu affaissée de sa mère. Nous devons entrer en contact avec Myrna Minkoff, mon amour perdu. Elle connaît fort bien ce genre de choses. C'est des communistes, interrompit le vieil homme. Quel âge a-t-il? Demanda le policier à madame Riley. J'ai 30 ans, consentit à déclarer Ignatius. Vous avez un emploi? Ignatius doit m'aider à la maison, dit madame Riley, que son courage du début commençait à abandonner, et qui se mit à tortiller la corde du luth avec la ficelle des boîtes de gâteaux. J'ai une arthrite terrible. J'époussette un peu, dit Ignatius au policier. De plus, je suis actuellement à l'œuvre sur la rédaction d'un long acte d'accusation contre notre siècle. Quand ma vue se brouille et que la tête me tourne sous l'effet de mes pénibles travaux littéraires, il m'arrive de confectionner à l'occasion quelques bouchées au fromage. Ignatius fait des bouchées au fromage délicieuses, dit madame Riley. C'est rudement chic de sa part, dit le vieil homme. Il y en a tant qui pensent qu'à courir de nos jours. Et si vous la fermiez, vous, enjoignit le policier au vieil homme. Ignatius, demanda madame Riley d'une voix tremblante, qu'as-tu fait, mon garçon? À vrai dire, maman, je crois bien que c'est lui qui a tout commencé, déclara Ignatius en désignant le vieil homme de son sac de partition. Moi, j'attendais ici, sans rien faire, souhaitant par-devers moi que le médecin t'ait dit des choses encourageantes. Faites donc circuler ce vieux, dit madame Riley au policier. Il fait des histoires. C'est une honte de voir des gens comme lui se promener tranquillement. La police, c'est tous des communistes, dit le vieil homme. Je vous ai déjà dit de la fermer, dit le policier en colère. Je remercie le ciel à genoux tous les soirs pour la protection de la police, dit madame Riley à la cantonade. On serait tous morts sans ça. Tous on serait égorgés dans nos lits, la gorge ouverte d'une oreille à l'autre. Tu l'as dit, ma fille, approuva une femme dans la foule. C'est un rosaire qu'il faut dire pour la police. Madame Riley adressait désormais ses remarques à la foule. Ignatius lui caressait énergiquement l'épaule, murmurant des encouragements. Est-ce que vous diriez un rosaire pour des communistes? Non, non, répondirent plusieurs voix ferventes. On commença à bousculer le vieux. C'est vrai, madame, cria ce dernier. Il a essayé d'arrêter votre garçon, là, comme en Russie, je vous dis. C'est tous des communistes. Allez, oust, dit le policier au vieil homme. Il le saisit brutalement au collet. Oh mon Dieu, dit Ignatius en observant les efforts du petit policier falot pour maîtriser le vieux bonhomme. Ça y est, j'ai les nerfs en capilotade. Au secours, en appelait le vieux à la foule. C'est un coup de force, c'est une violation de la Constitution. Il est fou, Ignatius, dit madame Riley. Partons au plus vite, mon petit. Elle se tourna vers la foule. Sauf qui peut, les amis. Il risque de nous tuer tous. Si vous voulez mon avis, c'est lui, le communiste. Lui et personne d'autre. Inutile d'exagérer, maman, dit Ignatius, tandis que tous deux se frayaient un chemin.
à travers la foule qui avait commencé à se disperser, puis s'engageait dans Canal Street d'un pas rapide. Jetant un coup d'œil en arrière, il aperçut le vieil homme et le petit policier aux prises sous la pendule du grand magasin. Veux-tu, je te prie, ralentir un peu l'allure? Je crois que j'ai un murmure cardiaque. Oh, la ferme! Comment crois-tu donc que je me sens, moi, comme si c'était normal de me faire courir comme ça à mon âge? Le cœur, hélas, est important à tout âge, j'en ai peur. Mais ton cœur n'a rien du tout. Ça ne durera pas si nous ne ralentissons pas un peu. Le pantalon de tweed ondoyait autour du derrière gargantuesque d'Ignatius qui tanguait et roulait de l'avant. Tu as ma corde de lutte? Madame Riley l'entraîna dans Bourbon Street, et ils se mirent à marcher en direction du quartier français. Comment se fait-il que ce policier t'en voulait, mon garçon? Je ne le saurai jamais, mais il va probablement nous retomber dessus dans quelques instants, dès qu'il sera venu à bout du vieillard fasciste. Tu crois ça? Demanda Madame Riley inquiète. J'ai tendance à le croire, oui. Il avait l'air tout à fait décidé à m'arrêter. J'imagine qu'il a un contingent à respecter ou quelque chose comme ça. Je doute sérieusement qu'il me permette de lui échapper si facilement. Mais ce serait épouvantable. Tu serais dans tous les journaux, Ignatius. Tu te rends compte du scandale? Tu dois bien avoir fait quelque chose pendant que tu m'attendais, mon garçon. Je te connais, Ignatius. Si jamais être humain s'est occupé de ses propres affaires, je t'assure bien que c'était moi en t'attendant, souffla Ignatius. Mais je t'en prie, il faut que nous nous arrêtions. Je pense que je vais avoir une hémorragie. D'accord. Madame Riley considéra la face rougissante de son fils et comprit qu'il serait trop heureux de s'effondrer à ses pieds pour lui prouver qu'il disait vrai. Ce n'aurait pas été la première fois. Le dernier dimanche où elle l'avait contraint à l'accompagner à la messe, il s'était effondré 2 fois sur le chemin de l'église et s'était effondré une fois encore pendant le sermon sur la paresse, roulant sous les bancs et créant un remue-ménage fort embarrassant. Entrons ici pour nous asseoir un moment. Elle le poussa pour lui faire franchir la porte du bar Les Folles Nuits, en se servant d'une de ses boîtes à gâteaux. Dans l'obscurité qui sentait le bourbon et les mégots de cigarettes, ils se perchèrent sur 2 tabourets. Tandis que Madame Riley disposait ses boîtes de gâteaux sur le bar, Ignatius dilata ses vastes narines et dit: Mon Dieu, maman, quelle odeur épouvantable! J'ai déjà l'estomac retourné. Tu veux retourner dans la rue? Tu veux que ce policier t'arrête? Ignatius ne répondit pas. Il reniflait violemment en faisant des grimaces. Un barman qui les observait tous les deux depuis un moment lança de l'ombre un oui inquisiteur. Donnez-moi donc un café, concéda Ignatius, grand seigneur, avec de la chicorée et du lait chaud. Il n'y a que de l'instantané, dit le barman. Il est tout à fait hors de question que j'en boive, dit Ignatius à sa mère. C'est une abomination. Bah, prends une bière, Ignatius, t'en mourras pas. Je risque d'enfler. Donnez-moi une Dixie 45, dit Madame Riley au barman. Et pour monsieur, demanda le barman d'une voix aux intonations riches et très maîtrisées. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donnez-lui une Dixie aussi. Je risque de ne point la boire, dit Ignatius, tandis que le barman se retirait pour ouvrir les bières. On ne peut pas s'asseoir ici gratuitement, Ignatius. Et pourquoi pas, je te prie? Nous sommes les seuls clients. Ils devraient être trop heureux de nous recevoir. Ils ont des stripteaseuses ici la nuit, non? Demanda Madame Riley, en décochant une bourrade à son fils. Bah, j'imagine, répondit froidement Ignatius. Il semblait profondément peiné. Nous aurions pu nous arrêter ailleurs. On peut s'attendre à une descente de police contre cet établissement d'une seconde à l'autre. Il poussa une espèce de reniflement sonore et s'éclaircit la gorge. Dieu merci, ma moustache filtre une part du remugle. Tout mon appareil olfactif expédie déjà des signaux de détresse. Après un temps qui sembla considérable, au cours duquel on entendit force tintements de verre et bruit de portes de glacière, quelque part dans l'ombre, le barman réapparut et déposa les bières devant eux, non sans faire semblant de renverser celle d'Ignatius sur ses genoux. Les Riley se voyaient offrir le service le plus exécrable du bar des Folles Nuits, le traitement réservé aux clients indésirables. Vous n'auriez pas par hasard un docteur Nutt bien frais? Demanda Ignatius. Non. Mon fils adore le docteur Nutt, expliqua Madame Riley. Il faut que je l'achète par caisse entière. Il lui arrive de s'asseoir et d'en boire 2, 3 d'un coup. Je suis sûr que ce monsieur n'est pas particulièrement intéressé, dit Ignatius. Ça vous dirait de retirer cette casquette? Demanda le barman. Sûrement pas, tonna Ignatius. Il y a des courants d'air glacé ici. Comme il vous plaira, dit le barman avant de dériver dans la zone d'ombre,
à l'autre extrémité du comptoir. Non mais, calme-toi, dit sa mère. Ignatius souleva l'oreillette du côté de sa mère. Bon, je vais soulever celle-ci pour que tu n'aies pas à te fatiguer la voix. Que t'a donc dit le médecin à propos de ton coude? C'est bien ton coude. Il faut le masser. J'espère que tu ne comptes pas sur moi pour cela. Tu sais ce que cela me fait de toucher autrui. Il m'a dit d'éviter le froid au maximum. Si je savais conduire, je serais en mesure de t'aider un peu plus, j'imagine. Bah, t'en fais pas, mon poulet. De fait, le moindre déplacement en automobile m'affecte déjà suffisamment. Certes, rien n'est pire que le voyage à l'état supérieur des autocars panoramiques de la compagnie Greyhound. Si haut perché, tu te souviens de la fois où j'ai dû aller à bâton rouge dans une de ces machines? J'ai vomi plusieurs fois. Le chauffeur a été contraint de stopper quelque part dans les marais pour me permettre de faire quelques pas. Les autres passagers étaient plutôt courroucés. Ils devaient posséder des estomacs d'acier pour être ainsi en mesure de voyager dans cet épouvantable engin. Le fait de quitter la Nouvelle-Orléans m'effrayait déjà suffisamment. Au-delà des limites de la ville, c'est le cœur des ténèbres, les véritables friches qui commencent. Je me rappelle tout ça, Ignatius, dit madame Riley d'un air absent, buvant sa bière par petites gorgées bruyantes. Tu étais vraiment malade en rentrant à la maison. Je me sentais pourtant déjà mieux, tu m'entends? Le pire moment fut celui de mon arrivée à Bâton Rouge. C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais un aller-retour et que j'allais devoir rentrer par le même autocar. Tu m'as déjà raconté tout ça, petit. Le taxi m'a coûté 40 $, mais du moins, n'ai-je pas été violemment malade tout au long du voyage de retour. J'ai quand même été au bord de l'étouffement à plusieurs reprises. J'ai exigé du chauffeur qu'il roulât avec une extrême lenteur, ce qui ne faisait pas son affaire à lui. La police l'a arrêté 2 fois pour conduite en dessous de la vitesse minimale imposée sur l'autoroute. La troisième fois qu'ils l'ont arrêté, ils lui ont retiré son permis taxi. C'est vois-tu qui nous avait observés au radar tout le long du trajet. L'attention de madame Riley se portait alternativement sur son fils et sur sa bière. Cela faisait 3 ans qu'elle écoutait cette même histoire. Certes, poursuivit Ignatius, se méprenant sur l'expression maternelle et croyant y lire de l'intérêt. C'était la première fois de ma vie que je quittais la Nouvelle-Orléans. Je pense que c'était peut-être l'absence d'un quelconque centre d'orientation qui me mit dans un tel état. Rouler à bord de ce car rapide avait été comme une chute dans les abysses. Quand nous eûmes quitté les marais et que nous abordâmes les collines qui moutonnent dans les environs de Bâton Rouge, j'ai commencé à craindre que quelques rustres primitifs ne balancent des bombes contre le car. Ils adorent s'en prendre aux véhicules qui sont, à leurs yeux, j'imagine, des symboles du progrès. Ah, je suis contente que tu n'aies pas accepté cet emploi, dit madame Riley par pur automatisme, le mot progrès étant le signal que son tour était venu. Il m'était tout à fait impossible de l'accepter. Quand j'ai rencontré le directeur du département de culture médiévale, mes mains se sont entièrement couvertes de petites cloques blanches. C'était un être absolument dépourvu d'âme. Puis il a fait un commentaire sur le fait que je ne portais pas de cravate, et une remarque malveillante à propos de ma canadienne. J'ai été effaré qu'un être aussi insignifiant pût se permettre une telle effronterie. Cette canadienne était l'une des rares douceurs auxquelles je fusse attaché en ce bas monde, et si jamais je perce à jour l'identité du maniaque qui me l'a volée, je le dénoncerai aux autorités compétentes. Madame Riley revit l'horrible canadienne constellée de taches de café qu'elle avait toujours secrètement rêvé d'offrir aux bénévoles d'Amérique, en même temps qu'un bon nombre des vêtements préférés d'Ignatius. Tu vois, j'étais tellement dépassé par l'absolue grossièreté de cette contrefaçon de directeur que je me suis enfui en courant de son bureau au beau milieu d'une de ces tirades ineptes pour me précipiter dans les toilettes les plus proches qui se révélèrent celles des étudiants hommes. En tout cas, j'étais assis dans l'un des cabinets, ayant déposé ma canadienne sur la porte, quand je vis soudain disparaître mon vêtement. J'entendis des pas, et la porte des toilettes se referma. Sur l'instant, je n'étais pas en mesure de poursuivre le voleur sans vergogne, et je me mis donc à hurler. Quelqu'un pénétra dans les toilettes et frappa à la porte du cabinet dans lequel j'avais pris place. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un membre du service de sécurité et de surveillance du campus, du moins le prétendit-il. À travers la porte, j'exposai ce qui venait de se passer. Il promit de retrouver ma canadienne et partit. En fait, comme je te l'ai déjà dit auparavant, j'ai toujours soupçonné cet homme et le directeur de ne faire qu'un. Leur voix avait quelque chose de très similaire. On ne peut plus se fier à personne aujourd'hui, mon poulet. Dès que j'ai pu le faire, j'ai quitté les toilettes,
songeant évidemment à fuir au plus vite cet horrible endroit. Évidemment, j'ai bien failli geler, en attendant un taxi au milieu de ce campus glacial. J'ai fini par en héler un qui a bien voulu me conduire à la Nouvelle-Orléans pour 40 $, le chauffeur se montrant même assez altruiste pour me prêter sa propre veste. Cependant, quand nous sommes arrivés ici, sans doute déprimé d'avoir perdu sa licence de taxi, il n'était plus très aimable. Peut-être aussi avait-il attrapé un mauvais rhume, à en juger par la fréquence de ses éternuements. Il est vrai, après tout, que nous venions de passer près de 2 heures sur l'autoroute. Je me boirais bien une autre bière, moi, Ignatius. Maman, dans ce lieu de perdition. Rien qu'une, chérie. Allez, j'en voudrais une autre. Nous sommes probablement en train d'attraper une maladie en buvant dans ces verres. Mais enfin, si ta décision est absolument irrévocable, commande-moi un cognac, veux-tu? Madame Riley adressa un geste au barman qui sortit de l'ombre et demanda. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le car, vieux? J'ai pas entendu la fin. Ça vous dérangerait de vous occuper convenablement de ce bar? Demanda Ignatius d'un ton furieux. Votre devoir est de nous servir en silence quand nous vous appelons. Si nous avions souhaité vous faire participer à notre conversation, nous vous l'aurions fait savoir depuis longtemps. De fait, nous parlons d'affaires très personnelles et assez dramatiques. Voyons, Ignatius, tu n'as pas honte. Monsieur essayait seulement d'être gentil. C'est une pure et simple contradiction dans les termes. Personne ne pourrait être gentil dans un bouge comme celui-ci. Nous voudrions encore 2 bières. Non, une bière et un cognac, corrigea Ignatius. Plus de verre propre, annonça le barman. Voyez-vous ça? Quel dommage, dit madame Riley. Bah, nous pouvons nous servir de ceux que nous avons déjà. Le barman haussa les épaules et repartit pour son royaume des ténèbres.